Bonjour à tous. Donc, je me présente, Cédric Troidec, directeur des partenariats et des relations internationales d'Agrocampus Ouest, donc école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs en agroalimentaire. Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Leroux, je suis créateur et dirigeant de Forstaff, structure de recrutement qui a été créée il y a 12 ans. On est 17 dans la structure et me concernant, dans une vie antérieure, j'ai travaillé 11 ans côté industriel, 3 ans et demi chez des secteurs et après sur différentes fonctions pendant 8 ans de manager et de responsable grand compte. Alors, on a comme mission sur le salon d'animer l'espace pépinière de talent depuis 3 ans et on travaille en amont sur la réflexion qu'est-ce qui se passe au niveau des ressources humaines. Et donc sur le salon des marques de distributeurs, on parle beaucoup de la marque de distributeur et du produit et il y a un stand où on parle des personnes qui fabriquent ces produits et des compétences et donc c'est sur la pépinière de talent. Dans notre travail, on est au contact tous les jours des dirigeants d'entreprise et ce qu'on a remarqué c'est qu'il y a 5 ans, les dirigeants d'entreprise, pour nous, ils nous demandaient qu'on forme des jeunes ingénieurs. Et le mot qui était important, c'était qu'il fallait que nos ingénieurs soient adaptables, qu'ils puissent s'adapter au marché. Aujourd'hui, quand je rencontre un dirigeant d'entreprise, quand Laurent recrute, le mot adaptable n'existe plus. On ne veut plus de gens qui s'adaptent, parce que la personne qui s'adapte, c'est déjà trop tard. On veut des gens qui soient agiles. Et donc, il nous paraissait important aujourd'hui, cet après-midi, de discuter un peu qu'est-ce que l'agilité, pourquoi on parle de plus en plus d'agilité et qu'est-ce qu'on met derrière l'agilité. Voilà. Très bien. Alors, sur le principe, donc, d'abord, on va une présentation nous concernant et surtout, ensuite, c'est de pouvoir aussi répondre à vos questions, échanger avec vous, en capitalisant sur nos expériences respectives à tous, parce que nous sommes tous entre professionnels et intéressant de pouvoir à ce moment-là que chacun d'entre nous apporte sa vision des choses. Notre présentation va se faire en 4 temps. Premier temps, on va plutôt aborder la dimension couteau suisse, vous donner notre perception aujourd'hui, pourquoi un négociateur est de plus en plus couteau suisse. Second temps, c'est de tenir compte de l'environnement dans lequel on travaille. Qu'est-ce qui vient changer aujourd'hui les choses, avec un regard cette fois-ci, je dirais plutôt une vision globale, avec du lié au management dans les entreprises. Et c'est à ce moment-là qu'on parlera notamment de l'agilité. On parle de plus en plus, et c'est très tendance, d'entreprises agiles. Soit, encore faut-il que les gens soient agiles. Et troisième chose, on ira sur les clés du succès dans le poste. Qu'est-ce qui fait qu'une personne performe dans un poste? Qu'est-ce qui fait que 2 personnes qui ont eu des parcours complètement analogues, à un moment donné, un ait des résultats sensiblement plus intéressants que l'autre, sur quelles sont les forces qu'il a et les atouts qu'il a entre les mains? On vous donnera notre vision et il sera intéressant de la partager avec vous. Et un quatrième temps ensuite, c'est face à cette pénurie aujourd'hui qu'on a de comptes clés négociateurs, que ce soit à la marque ou sur les produits MDD, comment je fais pour réussir à garder et à les fidéliser? En d'autres termes, comment je fais pour maîtriser mon turnover? Dimension couteau suisse, on l'a nécessairement et de plus en plus, où nous, de notre côté, à la fois chez un même client, bien sûr, il y a de plus en plus de contacts, et ce n'est pas à vous qu'on l'apprend, mais on est aussi face à des gens où des attentes, des enseignes, et on l'a vu dans les négos, où aujourd'hui, certaines enseignes liées à des fusions, des rapprochements, ce n'est pas très clair, ils ne savent pas trop où ils veulent aller. On a des négociateurs en face où il y a un turnover aussi de plus en plus élevé. Des gens pas toujours nécessairement aguerris aussi de la même manière aux techniques d'achat. Et face à il faut arriver à faire avancer le business également avec eux. Et ça, c'est pas de plus en plus compliqué. Double dimension d'ambassadeur. C'est à un moment donné, bien sûr, je suis l'ambassadeur de l'entreprise chez nos clients. Et de l'autre côté, je suis le porte-parole du client. Et comment arriver à garder dans tout ça une certaine aussi objectivité. Et optimisation ensuite des matrices décisionnelles, il y a de plus en plus de personnes qui vont jouer un rôle dans les structures, en externe, mais aussi en interne, compte tenu des enjeux qu'on a aujourd'hui. On le voit que de plus en plus, on est amené à impliquer de plus en plus de personnes dans les dossiers. Et autre aspect qui est important aussi, c'est compte tenu des enjeux, vous avez de plus en plus également de DG, de DAF, qui veulent être impliqués sur ce qui se passe en clientèle. Et ça, à un moment donné, c'est là qu'on voit, et on y reviendra tout à l'heure,
sur la difficulté à collaborer en interne, alors que tout le monde a une seule envie, c'est de faire avancer les choses et développer le business. Et en interne, je vous parle des sollicitations, elles sont importantes. Bien sûr, les personnes qui veulent être impliquées, les prévis, les prévisionnels de commandes, les procédures, le prévisionnel budgétaire. Les comptes clés, c'est des gens qui sont ouverts, qui sont volontaires dans beaucoup de cas. Sinon, en général, ils assument d'autres fonctions. Mais on se rend compte que c'est qui on va solliciter dans les commissions, qui on va solliciter pour un travail de réflexion, c'est encore ces personnes-là, parce que justement, elles sont ouvertes et sont volontaires. Attention à un moment donné à un risque de surchauffe également chez les comptes clés. Alors, je vous vois prendre des notes. Pour certains d'entre vous, on vous transmettra les éléments si vous le souhaitez en version PowerPoint. Pour faire un peu un état des lieux aussi, c'est intéressant d'aller observer quelles sont les raisons d'échec, quelles sont les raisons de départ de quelqu'un dans un poste. Pourquoi, à un moment donné, quelqu'un veut quitter une entreprise? Là, je vous en ai listé un certain nombre. Bien sûr qu'on peut mettre en avant le salaire, mais c'est qu'un élément parmi tant d'autres, et ce n'est pas le plus important. Par contre, on se rend compte que tout ce qui va tourner autour des relations interpersonnelles, tout ce qui va tourner autour du fonctionnement au quotidien, c'est ça qui va venir perturber un certain nombre de choses là-dessus. Et nous, on le voit bien avec nos étudiants, au niveau de cette génération, la génération Y, Z, ce poids, quand je vois le poids du reporting, l'esprit d'entreprendre, la culture d'entreprise, ce sont des valeurs auxquelles ils sont de plus en plus importants. Et justement, cette projection qui peuvent se faire dans l'entreprise est de plus en plus importante. Même si aujourd'hui, ils ne se voient pas rester longtemps dans leur première entreprise, ils ont quand même des attentes de trouver un certain environnement de travail propice. Alors, ayant en tête ces raisons de départ, bien sûr, ça va nous permettre, nous, d'adapter le management en conséquence, mais cherchons à regarder aussi de manière, je dirais, globale, le fonctionnement des entreprises. Qu'est-ce qu'on voit? On est passé par trois ères en France, mais c'est également le cas des autres pays européens. Un premier cas où on était vraiment sur la démarche de la loyauté, on se conformait à un mode de fonctionnement où on était presque... il y avait peu du web à l'époque, donc peu d'informatique, mais on était réellement sur du copier-coller. On dupliquait les méthodes qui fonctionnent bien et ça avançait. Après, on a été de plus en plus vraiment sur l'employabilité, sur la notion d'expert. Et c'est cette notion réellement de capacité à faire avancer les choses qui était vraiment importante là-dessus. Et ça, c'est à peu près jusqu'aux années 2000. Et là, par contre, qu'est-ce qu'on a vu arriver? On voit arriver ça aujourd'hui. Alors, volontairement, la photo, elle exagère complètement le propos, parce qu'il ne s'agit pas de faire nos entreprises des Google en puissance. Par contre, on est dans des contextes où on a des collaborateurs qui ont des velléités d'être dans un environnement différent pour travailler, d'avoir des espaces de coworking, d'avoir des espaces d'échange. Et aujourd'hui, ces jeunes, on les intègre chez nous. Ils ont été aussi travailler dans d'autres types de structures. Donc nous, ce qui va être intéressant, c'est aussi de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, je mets en place les modes de communication qui me permettent d'avancer avec eux. Et là, on voit le troisième schéma où aujourd'hui, très clairement, on va être de plus en plus aujourd'hui, nous, vraiment, sur cette notion d'apprentissage sans frontières. Aujourd'hui, pour tous les gens qui montent en puissance, au niveau des entreprises, les talents, les gens prédestinés à évoluer rapidement, le parcours se fera de plus en plus à l'international. Ça, c'est clair. Et qu'aujourd'hui, ces personnes, ils viennent chez vous, ils viennent travailler avec vous, avant tout, d'abord pour une mission. Ils viennent pour un projet. Et ça va peut-être choquer certains, mais aujourd'hui, même s'ils ont un contrat en CDI, dans leur tête, ils savent qu'ils sont en CDD. Parce qu'à un moment, ils viennent apprendre, ils viennent acquérir des choses. Tant que leur patron les fera grandir, ils resteront. Mais à un moment donné, ils auront des velléités de faire autre chose si on n'arrive plus à les nourrir. Et aujourd'hui, on va nourrir nos collaborateurs. Bien sûr, on va les nourrir avec des dossiers. Et je pense que nos clients, que ce soit les distributeurs et quel que soit le type de distributeur, ils font preuve d'imagination pour nous challenger et pour nous mettre face à des problématiques qui fait qu'on va s'enrichir intellectuellement pour essayer de les résoudre. Mais en même temps, il y a aussi d'autres choses qu'ils attendent. Ils attendent notamment d'un point de vue management. Et c'est ça qui va être vraiment important d'intégrer aujourd'hui, c'est de se dire que au-delà de ce que j'attends de mon patron, c'est aussi de se dire, avec les gens avec qui je travaille au quotidien,
quelles sont leurs attentes. Et, et dans vos équipes, notamment quand vous êtes en relation fonctionnelle, on est avec des gens, des écarts d'âge importants, des gens qui peuvent être vraiment très seniors, habitués à certains modes de fonctionnement, d'autres qui sont très juniors, et on n'est plus sur la génération Y, on est sur la génération Z aujourd'hui, des gens qui, par contre, de leur côté, vont chercher à communiquer beaucoup plus vite, vont zapper de plus en plus, mais tant que vous arriverez à les nourrir avec des missions intéressantes, ils avanceront avec vous. Par contre, n'allons pas se focaliser sur certains modes de communication dans certains cas, parce que ce n'est surtout pas leur priorité. Alors, la répercussion dans nos cursus, pendant longtemps, on a défini la compétence comme l'ensemble d'un savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Aujourd'hui, on travaille sur le savoir-devenir. Comment on accompagne nos étudiants à continuer à apprendre et à être des apprenants, pas simplement dans nos institutions, dans nos établissements, mais après aussi en entreprise. Et ils sont justement dans cette attente de lieu, l'entreprise comme un lieu où ils continuent à apprendre, où ils peuvent développer leurs compétences. Là, on aurait trois profils de personnes en fonction à la fois des âges, mais aussi des velléités de chacun. Et c'est toujours intéressant de se dire, à un moment donné, que sa propre équipe, mais qu'est-ce qu'ils attendent, mes collaborateurs? Qu'est-ce qu'ils attendent, eux, de leur manager direct? Et qu'à un moment donné, je crois que c'est intéressant de se poser et de prendre ce temps, justement, d'analyse, de réflexion, pour ensuite, après, adapter notre mode de management. Parce que c'est à nous d'adapter, bien sûr, notre mode de management, et non pas, surtout pas dans le sens inverse. Donc ça, c'est un premier état des lieux où, aujourd'hui, même si on est dans des entreprises centenaires, dans des entreprises qui sont reconnues pour un vrai savoir-faire industriel, on se rend compte derrière ça que, malgré tout, il va être déterminant et il va être essentiel pour nous d'aller intégrer de plus en plus les aspirations des collaborateurs dans la façon d'avancer. Aujourd'hui, une démarche start-up, un mode de fonctionnement dans un environnement start-up, ou en tout cas où on privilégie l'échange, le coworking, c'est surtout pas limité aux entreprises du web, bien au contraire. Et j'ai vraiment en tête quelques entreprises dans l'agro qui viennent de réaménager leurs bureaux dernièrement. Vous avez des choses qui sont quand même très très sympas d'aller observer ce qui peut se faire aujourd'hui au niveau de certaines structures. Donc ça, c'est le premier postulat que je vous propose que l'on intègre et sur lequel on va revenir tout à l'heure. Alors, on est vraiment là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des schémas où les gens cherchent de plus en plus à être moteurs dans leur développement professionnel. Donc avant, ils travaillaient leur employabilité. Mais au-delà de travailler son employabilité, on est vraiment aussi aujourd'hui dans le schéma, je veux réussir ma vie. Mon épanouissement personnel, je veux trouver un bon équilibre dans tout ça. Et aujourd'hui, oui, il faut qu'on arrive, nous, à l'intégrer en tant que manager. Ça va chercher des modes de fonctionnement différents et on se rend compte derrière ça que nécessairement, en tant que manager, il va falloir faire évoluer les structures aussi en conséquence et modifier nécessairement nos modes de fonctionnement. Alors, en même temps, ça c'est un environnement qui change. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'analyser, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la réussite d'un compte clé, qu'est-ce qui ferait la réussite d'un négociateur en centrale nationale. Deux définitions. La première, celle du Larousse, qui ne nous fait pas avancer de beaucoup, je pense. Et la deuxième, après, ensuite, au sein de Forstaff, tout simplement pour nous, quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui réussit dans ses fonctions. Dans beaucoup de cas, les gens nous disent, dans un processus de recrutement, quand on fait l'étude de poste, ce que je veux dans les qualificatifs, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et je veux que la personne soit compétente. Non, la compétence, pour moi, c'est l'ensemble, et c'est évident qu'elle se doit d'être compétente. On se doit d'aller chercher des gens qui vont générer de la performance. C'est ça qui va être déterminant et qui va être clé. De notre côté, le travail qu'on a pu faire au sein du cabinet, c'est qu'est-ce qu'on a cherché à observer qui permet la réussite de quelqu'un. Il y a trois choses qu'on a cherché à observer. Le premier point, c'est d'un point de vue savoir et savoir-faire. Où là, les savoirs, c'est les connaissances que la personne se doit d'avoir liées à un environnement là-dessus. Et moi, je vous invite, notamment quand vous recrutez des comptes clés, challengez-les sur la connaissance des enseignes. Quelqu'un qui vous dit, voilà, moi je suis responsable du compte Auchan, très bien. C'est quoi l'univers? Quels sont les 5 plus gros Auchan de France?
ils font quel chiffre d'affaires? Vous faites quel chiffre d'affaires dans ces magasins? Quel est le poids d'Auchan sur telle catégorie, telle catégorie? Et là déjà, ce sera très intéressant d'aller observer déjà le niveau de maîtrise, de connaissance qu'on peut avoir des gens des enseignes. Ça me paraît intéressant, vraiment d'aller l'observer. Autre après, ensuite, sur les pratiques professionnelles, nous, derrière, c'est d'aller observer la transférabilité. Est-ce qu'à un moment donné, la personne elle a une maîtrise d'un certain environnement, et derrière ça, quelle est sa maîtrise technique des choses? Et nous, ce qui nous paraît déterminant et essentiel, c'est d'aller observer notamment, pour nous, si la personne, aujourd'hui, si c'est elle qui a la main sur la façon dont elle mène les négos. Quand on questionne des gens sur les techniques de comment vous faites pour conclure une vente, ben on se rend compte derrière ça qu'on a des personnes, certains sont extrêmement à l'aise, et d'autres sont infoutus de vous dire comment il conclut la vente. Mais il a conclu. Dans certains cas, il faut espérer qu'il a conclu, mais voilà. Idem, autre question qui me paraît hyper intéressante, c'est à un moment donné, et nous on la pose systématiquement aux personnes qu'on recrute, après je donnerai peut-être des tuyaux que je donne peut-être pour les personnes dans la salle, mais à un moment donné, questionner les gens sur quelle différence vous faites entre vendre et négocier. Et la personne qui sait vous répondre, oui, elle maîtrise les techniques de vente et elle maîtrise les techniques de négo. Mais c'est bien deux choses distinctes, et les deux sont impliqués, mais il faut savoir le faire également à bon escient. Donc ce qui me paraît toujours intéressant, c'est d'aller valider ces aspects-là. Mais ça, on sait le valider. Vous aussi, en tant que professionnel, vous le validez, vous vivez ce métier au quotidien, et c'est un métier que si vous le faites, c'est que vous l'aimez, c'est que vous l'appréciez, et donc vous savez tester les gens là-dessus. Et quand on regarde les raisons d'échec des gens dans des postes, on est rarement sur ces aspects-là. On va être beaucoup plus, véritablement, sur les traits de personnalité. Et nous, ce qui nous paraît important quand on va recruter un compte clé, c'est d'avoir des gens qui sont déjà, premier point, vraiment une capacité à s'engager sur des objectifs. Ça nous paraît vraiment déterminant et essentiel. Une capacité d'analyse. Aujourd'hui, et notamment quand on est en plein dans les périodes des négos, pas toujours facile à un moment donné pour ce compte clé de savoir se positionner. Il peut aussi très vite, involontairement, se retrouver dans le syndrome de Stockholm, où à un moment donné, il devient tellement porte-parole de son client qu'aujourd'hui, où est l'objectivité dans tout ça? Est-ce qu'il arrivera réellement à bâtir un vrai plan d'affaires ou il est juste en train, à un moment donné, d'avoir du parti pris pour ce client? Autre point important pour nous, c'est bien sûr cette capacité à collaborer en interne. Et ça, c'est un aspect où on se rend compte que c'est déterminant et c'est là on va le retrouver avec l'implication de tous les services en interne au niveau de la structure. Et après, bien sûr, de s'organiser et à prioriser. Donc ça, c'est des caractéristiques comportementales. Il y a des traits de personnalité. Et ça, aujourd'hui, il me paraît essentiel et déterminant d'aller les observer, d'aller chercher à regarder ce qui se passe de ce côté. On a parlé des savoir-faire, traits de personnalité, et le point suivant ensuite, ça va concerner les motivations. Motivation, là vous retrouvez un schéma que peut-être certains ont déjà vu, avec la pyramide de Maslow. Mais au-delà de ça, nous on a deux choses qui vont être clés et déterminantes. C'est véritablement besoin d'avoir des gens foncièrement animés par l'atteinte des objectifs et qui ont un vrai plaisir à aller relever des défis. Ça, c'est déterminant et c'est essentiel. Qui dans la salle n'a pas encore croisé des comptes clés qui, à un moment donné, vous disent « c'est bon, je suis à mon 2e tour de négo. C'est bon, je suis à mon 3e tour de négo et après, je fais autre chose. » Des gens qui viennent juste cocher la case pour se dire « demain, je ferai autre chose ». Est-ce que c'est lui le meilleur en négo? J'en suis pas intimement convaincu toujours là-dessus. Mais on a vraiment besoin d'avoir des gens qui sont foncièrement animés par cela. Et deuxième chose qui va être déterminante, c'est cette capacité à collaborer en interne. Se dire à un moment donné, c'est un projet commun, et derrière ça, on le fait vivre et on l'anime. Donc, en référence aux critères clés du poste, parce que bien sûr, on tient compte du contexte dans lequel on intervient ce processus de recrutement. Chaque entreprise a ses spécificités. Est-ce que c'est un remplacement? Est-ce que je suis leader sur le marché? Est-ce que je suis outsider? Est-ce que je suis plutôt en situation délicate? Est-ce que je veux développer à fond les MDD pour saturer mes usines? Est-ce qu'au contraire, je veux devenir sélectif? Est-ce que je veux aller vers du hors domicile? Est-ce que je veux aller à l'export? En tenant compte de tous ces éléments, on va chercher, nous, à comprendre les critères clés et on considère que nous, la performance, le succès, ça va être lié à une alchimie entre ces 4 points. Des savoirs, des savoir-faire, des traits de personnalité et des motivations. Et là, on arrive à générer du succès.
Et c'est pour ça que nous, ce qu'on recommande, hein, c'est vraiment un fonctionnement en binôme, d'avoir justement un regard métier. Et moi, je vous recommande, si vous menez des recrutements seuls, à un moment donné, cherchez à obtenir l'avis d'un psychologue, cherchez qu'il aille un peu cerner un peu les traits de personnalité. Ça nous paraît important. Et pour revenir un peu à ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui, et plus particulièrement chez nous, on travaille de plus en plus sur l'orientation des jeunes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent, avant la sortie de l'école, quels sont leurs traits de personnalité, vers quel métier ils peuvent se construire. Et justement, avec le recours de psychologues ou d'accompagnateurs, justement, pour nous, c'est devenu de plus important. Une des caractéristiques de la réussite de la carrière de nos jeunes, et on insiste beaucoup, parce que pour nous, le capital d'une école, ce n'est pas les étudiants qu'on a, mais c'est bien nos diplômés qui sont dans les entreprises. Et c'est la carrière justement qu'ils vont pouvoir effectuer. Et il faut qu'ils soient lancés dans la bonne trajectoire. Et donc les premières années sont vraiment prépondérantes pour être dans la bonne trajectoire. Donc on travaille effectivement dans ce sens-là. Alors maintenant, si on recrute un expérimenté, alors comment on va pouvoir fonctionner? C'est certainement les entretiens les plus compliqués. Pourquoi? Parce qu'un salon comme ici, les gens se côtoient. On peut aussi être amené peut-être à se tutoyer en fin de soirée, en ayant bu quelques bouts de champagne en plus, etc. Et la personne, vous lui dites, tiens, j'ai une opportunité de poste, ça serait bien qu'on se revoie. Ça va devenir compliqué quand même en entretien d'aller challenger la personne, alors qu'avant, on la tutoyait. Donc ça, c'est un premier point. Donc déjà, soyez un peu vigilants. Ne pas hésiter dans ce cas-là à demander à quelqu'un des RH ou un autre interlocuteur d'être avec vous pour être un peu la personne qui ira le titiller dans ce cas-là lors de la rencontre. Ça, c'est ça un premier point. Et vous êtes face à des gens qui ont aussi une capacité à raconter des belles histoires. Et c'est normal, nous sommes tous des commerciaux. C'est d'abord ça qu'on attend de nous. On vend 3 choses. Une entreprise, bien sûr. On vend des produits et des services. Et on se vend en tant que personne. Donc nous, à ce moment-là, soyons hyper vigilants dans le process de recrutement face à ce type de personnes, notamment quand la personne vous dit « Bon, je sais, vous allez me poser la question, pourquoi j'ai quitté telle entreprise ?» Là, on sent la personne qui veut prendre la main sur l'entretien. Surtout pas. Donc là, on évite... voilà. Mais c'est très, très révélateur de personnes qui veulent faire les questions et les réponses. C'est que dans certains cas, ils souhaitent nous mener dans des endroits extrêmement, extrêmement percés. Autre point important, c'est vraiment d'arriver à comprendre pourquoi il est devant nous. Qu'est-ce qu'il vient chercher? Qu'est-ce qu'il vient chercher? Est-ce que c'est à un moment donné, il vient pour un projet? Ou est-ce tout simplement une fuite de l'entreprise actuelle? Opportun d'aller creuser tout cela. Et là, vraiment, des expérimentés, là, il faut vraiment les challenger sur vraiment les méthodes, la maîtrise technique des choses. Nous, on leur fait faire des exercices d'arithmétique commerciale et on leur fait faire également des exercices de descente tarifaire. Moi, je vous recommande de le faire aussi avec vos équipes parce que faites-le et on en reparle après, vous ne serez pas déçus, je pense. En tout cas, ça vous confortera dans le fait qu'il faut peut-être le travailler. En introduction, on a évoqué la notion d'agilité. Et pour moi, de notre côté, pour préparer cette conférence, Cédric nous a demandé d'aller observer de ce côté-là comment on peut le faire. Et on le sent derrière ça qu'indéniablement, tout le monde souhaite essayer de prôner l'agilité au sein de sa structure. Bien sûr, ça sera plus facile de le faire avec des personnes qui ont des prédispositions en ce sens, mais en même temps, est-ce qu'on est déjà au clair nous-mêmes sur qu'est-ce qu'on met derrière le mot agilité? J'ai listé un certain nombre de mots qui, pour nous, je pense, symbolisent la notion d'agilité. Bien sûr qu'il peut y en avoir d'autres, la liste n'est pas limitative. Et quelque part, avant, on faisait déjà de l'agilité sans le dire. Ça, c'est le premier point. Mais qu'aujourd'hui, par contre, en tant que manager, on devra arriver véritablement à la facilité. Ça va être déterminant et ça va être clé. Et notamment développer la prédisposition chez les collaborateurs. Sur les mots que tu as mis, nous, auprès de nos étudiants, on travaille sur à peu près les mêmes mots. On en a rajouté un qui est savoir accélérer. Pour nous, le monde change de plus en plus et il faut qu'ils arrivent justement à apprendre en faisant. Et il faut qu'ils accélèrent sans cesse parce que sinon, ils sont rattrapés et ils seront en retard. Et donc nous, la notion d'accélération, de vitesse d'apprentissage, d'anticipation, de compréhension des phénomènes qui sont un peu plus loin que leur secteur, pour nous est de plus en plus important et on travaille justement pour les accompagner à avoir une ouverture beaucoup plus grande que leur secteur donné. Avec un regard, cette fois-ci de recruteur, mais pour les étudiants,
nous, on prône mais vraiment la diversité des stages durant leurs études. Aujourd'hui, cette période-là est déterminante. Moi, je n'ai aucun souci à aller recruter à une fonction vente en tant que junior quelqu'un qui a fait des stages dans l'audit. Ce n'est pas gênant, au contraire. Parce qu'au moins, il a expérimenté d'autres choses, il a aussi acquis d'autres savoir-faire, développé d'autres compétences. Mais aujourd'hui, il faut qu'il profite absolument de cette période étudiante dans un contexte où aujourd'hui, ils ont pléthore de stages qui leur sont proposés pour aller dans plein d'environnements différents. Et c'est comme ça qu'ils vont grandir. Donc aujourd'hui, l'entreprise est face à une double logique. Logique à la fois où certains d'entre vous, dans les négos, ça se passe parfois à minima, c'est 2 chiffres après la virgule. Dans certains cas, c'est 3 chiffres après la virgule. Donc il faut de la rigueur, il faut de l'exigence, il faut de la précision. Donc il faut de l'ordre. Et avec un maître mot pour moi, qui résume très bien les choses, et c'est un des points qu'on demande systématiquement, nous, quand on fait des études de poste, j'aime bien que les clients me donnent des éléments sur leur taux de service. Une des raisons d'échec quand les gens veulent quitter une entreprise, c'est quand une entreprise n'a pas une bonne capacité à livrer. Ça, c'est une des raisons clés et déterminantes. Donc pour nous, c'est un point important de le connaître et le savoir à l'avance, et la personne y va en connaissance de cause. Et ensuite, c'est que l'entreprise, derrière cette notion d'ordre, dans son fonctionnement au quotidien, doit absolument arriver à privilégier de l'agilité au quotidien. À un moment donné, comment on rebondit, comment on avance. C'était une forme d'élasticité pour véritablement se dire que pour avancer, c'est certainement pas la route droite qui est la seule route droite qui sera certainement la meilleure, mais on a d'autres voies et notamment qui peuvent permettre d'avancer. Donc on a 2 mesures différentes, 2 façons différentes, et en tant que manager, je ne peux que vous inviter à aller observer où vous en êtes, vous, d'un point de vue pratique. C'est à la fois un management individuel et en même temps, c'est une dynamique, c'est une énergie qu'il faut arriver à générer. Et ça, on peut l'avoir dans toutes les structures et il n'y a pas besoin de dire pour autant que je suis dans une entreprise agile pour le faire. Chacun peut le faire auprès de sa propre équipe, dans sa propre division commerciale. Maintenant, le turnover. Là, on est sur un sujet quand même qui devient quand même assez inquiétant pour certaines structures. Pourquoi ? Aujourd'hui, les équipes de compte clés sont souvent des équipes assez courtes. Dans un contexte aujourd'hui, quand on voit les chiffres au niveau de l'emploi, c'est très révélateur. On est à plus de 10% de chômage en France, voire objectivement, on est plutôt à 12-13, avec tous les gens qui sont en stage longue durée, etc. Et quand on regarde les fonctions commerciales en B2B, on est à 3%. Et aujourd'hui, sur les fonctions de compte clés, on est sur un taux qui, je pense, encore plus faible. Donc on est clairement aujourd'hui sur du plein emploi. Donc vos comptes clés, vos directeurs d'enseigne, vos key accounts sont sollicités régulièrement. Il faut en être complètement conscient de ça. Ils sont sollicités. Il y a plein de manières de le faire. Et en ayant en tête toujours les différentes raisons pour lesquelles la personne pourrait partir, ce qui est peut-être intéressant aussi quand vous faites un diagnostic sur les risques ou pas que quelqu'un parte de l'équipe, allez observer ces différents points et positionner vos collaborateurs également sur ces points. Arriver à se dire, ok, est-ce que j'ai un risque? Est-ce que je vais le garder? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va aller faire autre chose demain? Donc ça me paraît vraiment intéressant d'aller les observer. Autant on fait des revues d'effectifs dans beaucoup d'entreprises pour les éventuelles promotions en interne, autant il me paraît aussi intéressant de le faire, mais cette fois-ci sur les risques de départ des collaborateurs. Parce que ceux qui partent, ce n'est pas toujours ce que l'on souhaite, hélas. Fidéliser, faire grandir, pour moi, il n'y a pas 15 recettes. Il n'y aura pas 15 recettes. Déjà, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a différentes fuites. Des fuites qui peuvent être en externe, et puis ça peut être aussi en interne vers d'autres métiers. La personne qui va être clé, dans tous les cas de figure, c'est le manager. Pourquoi ? Tant qu'il y aura un niveau d'exigence, tant que la personne apprend auprès de vous, elle restera. On est vraiment aujourd'hui dans ce schéma de mission. À un moment donné, tout le monde travaille sur son employabilité. Et aujourd'hui, si on se dit qu'on tourne en rond là-dessus, aujourd'hui, non, c'est évident que c'est clé et déterminant. Quand moi, de mon côté, il y avait hier une entreprise qui me disait sur un des stands, on a tellement de pression des enseignes, c'est tellement compliqué que mon compte clé, je n'ai même pas le temps de le former.
pour moi, je dis à un moment donné, c'est grave. C'est quand même grave. À côté de ça, on est en train de se battre avec les usines pour avoir des économies de 0,1, 0,2% sur des réductions de coûts d'un certain côté. Et ça représente, mettons, un volume qui représente du coup une économie annuelle, mettons, de 2, 3, 4 millions d'euros. Et combien ça coûte, dans ce cas-là, une formation d'un compte clé sur 3 jours? Attention, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut qu'il sache défendre votre position, encore faut-il qu'il soit formé. Et je pense que ça, c'est des éléments importants. Voilà, donc vraiment, ayez vraiment en tête l'accompagnement et la montée en puissance des personnes. Et ça va monter dans toutes les entreprises, sur tous les postes. Nous, on travaille beaucoup en production, et cette notion de toujours apprendre, d'avoir quelque chose à apprendre, c'est comme ça que sont formatés aujourd'hui les jeunes. Ils vivent leur emploi comme un lieu où ils doivent apprendre. Parce qu'ils savent très bien que nous, à la sortie de l'école, ils ont une carrière qui va durer 50 ans. Et ben, s'ils restent sur les acquis qu'ils ont simplement à la sortie de l'école, ça ne marchera pas. Donc ils sont vraiment formatés, ils sont vraiment conditionnés pour continuer à apprendre, et donc ils attendent de l'entreprise justement qu'elle les accompagne sur cet apprentissage. Qu'elle les accompagne et qu'elle les nourrisse. Et qu'elle les nourrisse, oui. Voilà, ça me paraît, ça c'est clé, quoi, hein. Ça va être vraiment de plus en plus important là-dessus, et on le voit, et c'est très intéressant, les évaluations annuelles. Pareil, ici il y a différents types de structures, ici il y a des ETI, il y a des entreprises qui font plus du milliard d'euros, il y a des PME. Quand des managers nous disent à un moment donné, je suis désolé, mais je n'ai pas le temps de faire les évaluations annuelles de mes collaborateurs, pour moi, je considère que d'un point de vue managérial, c'est une des priorités. Voilà, je pense que c'est une des priorités. C'est-à-dire que le problème à un moment donné, ce n'est pas d'augmenter le salaire annuel de quelqu'un de 3 000 euros. D'abord de la reconnaissance, de l'accompagnement, de la valorisation. Voilà. Alors, comment on peut justement le nourrir, ce compte clé, ce négociateur? Pour moi, d'abord, c'est de se dire, d'abord, il a un patron de clientèle. Ça, c'est important. C'est vraiment cette notion, il est le patron du compte d'exploitation client. Et là-dessus, soyez clairs dans vos boîtes. Il y a des entreprises où, à un moment donné, sur les tableaux d'analyse de la valeur, les comptes clés n'ont pas toutes les infos, ou certaines infos sont la DG, certaines infos, c'est le directeur commercial qui est là, le compte clé, il en a encore d'autres. À un moment donné, responsabilisons les gens, quoi. Voilà, ça c'est un regard externe, hein, premier point. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit derrière ça qu'à un moment donné, on a des gens qui ont besoin d'avoir de la vision. Quel est le projet de l'entreprise à 3 ans, à 5 ans, vers où on va? Qu'est-ce qu'on veut faire? Autre aspect important pour moi, c'est la connaissance des hommes clés. Aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde est conscient que la politique des alliés, maîtriser les décisionnaires dans les centrales, savoir qui au niveau terrain a un rôle clé parmi les patrons de GT, dans les fils chez Système U, tout le monde se dit que c'est important, soit. Et après, on se rend compte que quand nous, on les questionne sur le sujet, dans beaucoup de cas, c'est moyen, quoi. Il y a certaines boîtes, c'est carré, c'est pro, et d'autres, ça reste très moyen. Je vais prendre le cas de Système U, par exemple. Le gars, il nous dit, voilà, j'ai tel magasin, tel patron de Super U, c'est le chef de file. Très bien. Bon, ok, il connaît la personne, ils ont certainement peut-être dîné ensemble, ils se sont rencontrés. Très bien, parlez-moi de son magasin fait quel chiffre d'affaires? Bon, aucune info. Alors que quand on le rencontre, d'abord, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc l'autre, il sera très content qu'on lui parle d'abord de son chiffre d'affaires. Hyper intéressant pour ça, il y a une enseigne qui est extrêmement méconnue, et je trouve qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus, c'est Intermarché. Tous les adhérents, dans leur cadre de leur tiers-temps, assument une fonction. Et là, les gens, objectivement, maîtrisent mal vraiment cette enseigne. Une réelle maîtrise des outils et méthodes, pour moi, là-dessus, bosser avec vos collaborateurs. À un moment donné, on fait des trainings, on fait des mises en situation. Et s'il y a un endroit où on peut se tromper, c'est quand on est entre nous. Voilà, tout simplement. Parce que le moment où il faut être bon, c'est en clientèle. Donc c'est comme les sportifs, on s'entraîne. On s'entraîne, et puis on s'entraîne, et puis on est à l'aise. Donc n'hésitez pas à aller en ce sens là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le patron il mouille sa chemise un peu. Ça veut dire que déjà lui-même s'implique pour ça. Ça veut dire aussi que lui-même le maîtrise. Donc intéressant d'aller aussi observer son propre niveau de maîtrise des techniques de négociation. Et dernier point après qui va être important pour nous ensuite, c'est vraiment humaniser les relations, quoi, à un moment donné au sein des structures. Quand on observe, nous, les relations qu'il y a entre les directeurs des clients nationaux
et les directeurs d'enseigne, bon, c'est bien les tableaux de reporting, mais bon, il y a peut-être pas avoir autre chose autour. Et c'est une des principales souvent de raisons de départ des boîtes dans les grosses structures, c'est qu'à un moment donné, ils ont au-dessus d'eux des patrons qui demandent que du reporting. Voilà, donc à un moment donné, soyons vraiment vigilants. Et ça passe par quoi? Pour moi, c'est une exemplarité, c'est une démonstration, et c'est idéalement démultiplier une méthode de vente. Tout le monde forme sa force de vente. On forme les vendeurs. Mais c'est encore mieux si à un moment donné, tout le monde a la même démarche, et que ça vienne du haut, bien sûr, et que le directeur commercial soit capable également de la dérouler de la manière analogue, idem pour ses équipes. Donc ça, c'est un gros chantier. Mais quand on travaille de cette manière, on arrive à nourrir son collaborateur. Et si on le nourrit, il s'épanouit, il performe, et on travaille ensemble sur de la durée. Alors, en synthèse, on arrive à la fin de la présentation. Pour moi, un compte clé compétent et mobilisé, c'est prônons l'agilité, reconnaissons l'agilité, acceptons aussi le droit à l'erreur. Ça me paraît également important là-dessus. Deuxième chose, c'est formation, coaching, évaluation. Voilà. N'oublions pas, vous avez tous 15 000 dossiers à traiter, il y a des enjeux importants, mais à un moment donné, si on a des équipes, à un moment donné, veillons à les faire grandir. C'est comme ça qu'on réussira et qu'on montera en puissance. Et troisième point, c'est véritablement, ayons en tête aujourd'hui voilà, les différents types de générations dans nos entreprises. Acceptons des modes de fonctionnement différents. Focalisons-nous sur ce qui nous rapproche, au lieu d'aller remarquer chez l'autre ce qui nous sépare dans sa façon de travailler. Et ça doit nous permettre d'avancer ensemble là-dessus dans notre façon de travailler. Alors, juste un mot sur lequel tu es parvenu tout à l'heure, je me permets d'insister, c'est le mot interculturel. Nous, dans nos écoles, on travaille de plus en plus sur le côté internationalisation. Effectivement, tous les étudiants vont à l'international. Et au départ, c'était avant tout pour un apprentissage de l'anglais ou d'une autre langue. Aujourd'hui, il faut bien voir que ça ne suffit pas. C'est le moyen de communiquer, mais c'est la compréhension et la capacité de travailler en interculturel. Comprendre la culture de l'autre, comprendre les biais de sa propre culture est devenu de plus en plus intéressant quand on est dans une entreprise. Et aujourd'hui, c'est ce que nous demandent aussi les entreprises, c'est que dans nos cursus, on travaille justement sur des équipes interculturelles, c'est-à-dire de plusieurs nationalités, et qu'on s'internationalise nous-mêmes pour que nos étudiants arrivent justement avec une bonne compréhension de l'interculturel. Est-ce que tu peux redire un petit mot là-dessus? Oui. Bien sûr, on peut parler des hommes, mais en parlant aussi un peu de l'environnement, des modalités de négociation, qu'est-ce qu'on se rend compte que dans pas mal de marchés aujourd'hui, les négos MDD notamment, marques distributeurs, se font de plus en plus au niveau international. Donc voilà, c'est aussi d'adapter aussi vos structures en ce sens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sent dans pas mal d'entreprises? D'un côté, on a le pôle national, on a le pôle après-export, et où on n'est pas très à l'aise, c'est comment on traite les marchés MDD à l'étranger. Et là, on se rend compte que vraiment, ça mérite à un moment donné une vraie réflexion au sein des structures sur aujourd'hui qui est-ce qui doit le travailler. Est-ce que ça doit être travaillé par l'export ou est-ce que ça doit être travaillé par les experts des négos en centrale? Moi, ma réponse pour moi, elle est claire, hein, c'est qu'aujourd'hui, c'est véritablement les experts des négos qui doivent prendre la main. Mais encore faut-il avoir des équipes qui soient à l'aise à l'international là-dessus. Et là, ça va être de l'importance justement d'avoir des gens qui ont une diversité de parcours. Et aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut imposer dans toutes les personnes qui rejoignent dans vos équipes. C'est les nouveaux entrants, veiller à ce qu'ils aient un bon niveau en anglais. Attention, parce que les Français ont quand même tendance à surévaluer notre niveau en anglais. Et deuxième chose, former aussi vos collaborateurs de telle sorte qu'aujourd'hui, les négos qu'ils font aujourd'hui en France, demain, ils seront également extrêmement à l'aise d'aller dans les pays limitrophes, voire même d'aller négocier également plus loin. Et c'est aussi un aspect important d'un point de vue, je trouve, employabilité et diversité. Sur les marchés, par exemple, de MDD, on va assez facilement nous recruter des chefs de zone export. Parce que je trouve qu'il y a un parallèle qui peut être vraiment très, très intéressant d'aller observer là-dessus. Parce qu'aussi le métier de l'export a aussi beaucoup évolué, lié aux outils aujourd'hui de visioconférence
qui fait qu'aujourd'hui, il se rapproche de plus en plus des métiers que l'on peut également avoir en France. Donc, en ayant ça en tête, je ne dis pas que vous pouvez peut-être avoir une fuite, bien sûr, de vos collaborateurs, parce qu'à un moment donné, ils ont peut-être envie de faire autre chose, mais ça doit déjà quand même vous aider à mieux maîtriser le turnover de votre équipe et déjà de faire un propre diagnostic sur est-ce que j'ai un risque ou pas que cette personne nous quitte et est-ce qu'il y a un risque qu'elle parte. Et ça permet, vous, vraiment, d'avoir une vraie démarche de gestion prévisionnelle des effectifs et de vos compétences. Parce qu'à un moment donné, il y a des compétences clés qu'on ne peut pas perdre à un instant T. Il faut préparer l'avenir. Et c'est évident que plus on aura de qui est compte pour gérer les comptes, plus ça sera simple. Mais attention, il y a aussi un modèle économique et il y a aussi vos entreprises donc où une masse salariale est nécessairement également limitée. Voilà. Mais ayons également ces éléments en tête et ça doit aider véritablement à gérer au mieux le turnover au niveau des équipes. Alors en synthèse, juste une simple conclusion nous concernant. Nous on a été créé, j'ai créé Forstaff en 2004, on a 12 ans d'existence. L'aventure a commencé à Rennes, après ça a été Paris, Nantes, Lyon, Lille, et nous venons d'ouvrir à Bordeaux désormais, et avec une diversité de profils dans l'équipe, et c'est ça qui est un peu atypique. Des consultants métiers, où on a tous assumé des fonctions de management en entreprise, et beaucoup viennent des produits grande consommation. Des psychologues, pour aller évaluer les traits de personnalité, les modes de fonctionnement, et ensuite des chargés de recherche pour le sourcing, parce que vos clients, les gens qui sont ici, viennent sourcer des produits. Nous, on a besoin de sourcer des candidats et des candidates. Voilà. Merci à vous. Et avec Cédric, on se tient à votre disposition. Si vous avez des questions, des remarques, des observations, n'hésitez pas à nous en faire part.